Voilà, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour les quelques minutes de retard pour que l'équipe soit au complet. Je vous souhaite à tous une bonne année si je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, dans des circonstances qui sont des circonstances particulières, mais surtout des circonstances un peu prometteuses, puisque si la vaccination peut se poursuivre dans les 2 prochaines semaines et puis la deuxième dose dans les 3 prochaines, ça veut dire que globalement, vous pourrez avoir une année qui sera beaucoup plus sereine que celle que vous venez de traverser, où les conditions étaient évidemment extrêmement compliquées. C'est l'occasion pour nous, avec la VIC, avec la cellule de la délégation générale Covid en Wallonie, de faire le point sur la manière dont les premières vaccinations se sont passées dans les institutions maisons-entrepôts et de soins, et puis de pouvoir aborder les 2 prochaines semaines, et puis les 3 qui suivent pour le rappel évidemment. Et donc sans plus tarder, sauf si le délégué général nous a rejoint, je vais céder la parole à Monsieur Stamatakis, qui est l'adjoint du professeur Angler, qui nous aide et nous appuie. Je les remercie d'ailleurs pour leur intense travail au cours de ces dernières semaines à nos côtés, aux côtés de la VIC et aux côtés du cabinet. Monsieur Stamatakis, vous avez la parole. Merci Madame la Ministre. Donc en effet, on va vous présenter donc l'état d'avancement de la vaccination et discuter avec vous très progressivement de ce qui a été et éventuellement de ce qui n'a pas été. On est bien conscient que les maisons de repos qui ont été prises en charge par la première semaine ont été pas mal bousculées en termes de timing et de délai, et on vous demande de nous en excuser, mais je pense qu'il était important de pouvoir commencer le plus rapidement possible. Alors, le contexte, donc la task force nous a demandé de mettre a mis en place toute une série de groupes prioritaires, et donc les maisons de repos, tant au niveau de leurs résidents que de leur personnel, font partie du groupe le plus prioritaire. Les autres groupes suivront progressivement, et si vous avez un peu suivi ce qui a été présenté au niveau de la presse, vous savez que les ministres nous ont demandé d'accélérer la vaccination. Alors, donc, plusieurs phases ont été définies. Vous faites partie en tant que maison de repos de la phase 1A, donc qui inclut les maisons de repos et qui sera suivie immédiatement par les institutions de soins, notamment le handicap, toutes les institutions collectives. Les travailleurs de la santé des maisons de repos sont également pris en charge dans cette même première phase et suivront vers la fin de la première phase. Donc, au moment où on passera à la deuxième injection, le reste du personnel qui n'aura pas pu être pris en charge initialement. La première ligne de soins, donc la médecine générale, les infirmiers, les aides-soignantes, enfin tout le personnel de première ligne qui est confronté à des patients Covid vient immédiatement ensuite. Et la suite sera les hôpitaux, donc de ces 2 phases-là, donc qui sont les phases 1 à 3 et 1 à 4. Il est prévu de les commencer plus tôt que prévu. On a avancé la date d'initiation de ces phases de quelques semaines, et donc probablement fin janvier, les hôpitaux commenceront leur vaccination avec un test pour le nouveau vaccin Moderna qui arrive maintenant dès la semaine prochaine, donc dès lundi prochain. Les 4 hôpitaux belges, comme on l'a fait pour les maisons de repos, 4 hôpitaux belges serviront de test à la vaccination Moderna, un en Wallonie, un en Flandre, un à Bruxelles et un dans la communauté germanophone. Vous voyez que tout ça va très vite, et plus vite que prévu, mais au bénéfice de tout le monde, bien évidemment. Alors, quels sont les ingrédients d'une campagne de vaccination réussie? C'est d'avoir un bon vaccin, et donc on en a plusieurs, même si certains de ces vaccins sont faits dans une technique relativement innovante et donc suscite pas mal de questions. Le retour qu'on a de la mise en œuvre de ces vaccins, c'est qu'ils sont aussi sûrs que les autres vaccins, qu'ils ont été testés sur un nombre plus important de personnes qu'initialement prévu. Donc on parle de 20, 30, 40 000 personnes testées avec le vaccin. Et donc
avec des effets secondaires qui sont très limités. Donc, bon, les effets secondaires sont souvent bénins, donc petite douleur au niveau du site d'injection, petite rougeur, parfois un petit syndrome grippal, parfois mal de tête, rien de très grave. Les complications les plus graves qui sont la réaction anaphylactique sont très rares, donc on parle d'un niveau de 1 à 2 par million de vaccinés, donc c'est vraiment très rare. Mais pour prévenir ce genre de problème, on a demandé que tous les centres de vaccination qui seraient mis en œuvre soient équipés de matériel permettant de contrer une réaction anaphylactique, donc de disposer d'adrénaline, de solumétrol, donc d'un corticoïde, et pour les réactions les plus bénignes d'antihistaminiques. Alors la communication, elle est faite, et donc je pense que il suffit de suivre tout ce qui est publié dans les journaux ou présenté dans les émissions télé et radio pour avoir une bonne notion de ce qui se fait sur le terrain. Alors, quand on parle de vaccins, de combien de vaccins parle-t-on? Et donc, vous avez sur cette dia les chiffres qui ont été commandés, qui ne sont d'ailleurs plus totalement d'actualité, vu que je pense qu'entre-temps, on a décidé d'augmenter, de refaire une commande de Pfizer. Donc, les vaccins, donc, en date du 3 du 12, il y avait 7,5 millions de doses du vaccin AstraZeneca qui va arriver sous peu. On parle de fin janvier. Johnson & Johnson, donc Janssen pour la Belgique, on prévoit 5 millions de doses. Pfizer, BioNTech est le vaccin qu'on utilise actuellement dans les maisons de repos. Donc là aussi, on est à 5 millions de doses. CureVac, qui viendra plus tard, 2,9 millions. Et Moderna, qui arrive maintenant, 2 millions de doses. On parle de doses et donc il faudra diviser tout ça par 2 pour voir le nombre de personnes vaccinées, vu qu'il y a 2 doses, à l'exception du vaccin de Johnson & Johnson, qui a priori, lui, serait donné en une seule dose. Alors, les perspectives, je vous ai dit, on a accéléré le débit de vaccination et essentiellement on l'a accéléré parce que les vaccins vont arriver plus vite qu'initialement prévu. Et donc, vous voyez sur cette dia, donc, dans la colonne du haut, dans la ligne du haut, pardon, le timing, dans la ligne intermédiaire, le vaccin disponible au moment de ce timing, dans la ligne du bas, les centres qui seront visés par la vaccination. Donc, vous pouvez voir donc, sur la colonne de janvier qu'on est bien occupé avec les maisons de repos. Fin janvier arrive Moderna et donc les hôpitaux et donc le personnel hospitalier sera vacciné en partie avec du vaccin Pfizer, en partie avec du Moderna, sachant qu'on ne mélangera pas les hôpitaux qui reçoivent l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Février, on nous annonce l'arrivée d'AstraZeneca. Et donc là, on continue avec les hôpitaux, avec la première ligne, et on ouvre les centres de vaccination. Et puis la procédure se poursuit jusqu'en juin, moment où je pense quasi une grosse partie de la population pourra être vaccinée. Voilà, j'ai terminé avec la présentation et donc je pense qu'ils vont en guerre. Oui, il est là. Oui, je suis là. Donc je vais te passer la parole. Voilà, bonjour et toutes mes excuses, mais la technologie ne voulait pas, donc il a fallu que je change de lieu et d'ordinateur pour pouvoir vous rejoindre. Merci surtout d'être là. Donc on est un peu à un moment, je dirais, presque déjà charnière, puisque, si vous voulez, la première phase de vaccination dans vos maisons de repos est planifiée maintenant et Madame la ministre et Lambert, que je remercie, vous ont rappelé le timing de cette première dose de ce premier passage. L'enjeu maintenant que nous voyons que les résidents ont bien perçu
l'intérêt de cette vaccination et demande avec une très forte unanimité de se faire vacciner. L'enjeu maintenant, c'est de surmonter les hésitations du personnel. Je pense qu'il faut être clair. Nous allons revenir. Donc, au fond, je vous rappelle pour être bien clair que sur les 3 semaines, la semaine passée, cette semaine-ci et la semaine prochaine, nous allons passer une première fois vacciner dans les maisons de repos, priorité aux résidents, mais possibilité déjà de vacciner un certain nombre de membres du personnel qui le souhaitent. Et le 25 janvier, nous allons revenir dans les maisons de repos qui ont été vaccinées la semaine du 5 janvier pour donner la 2e dose aux personnes qui ont été vaccinées la semaine du 5 janvier. La semaine du 1er février, on viendra faire la même chose, 2e dose, pour les personnes qui ont été vaccinées cette semaine-ci. Et la semaine du 8 février, on viendra pour faire la 2e dose des personnes qui auront été vaccinées la semaine prochaine. En même temps, nous sommes capables, avec les doses qui ont été planifiées et qui arrivent, d'augmenter le nombre de membres du personnel qui ont été vaccinés, puisque vous savez que dans beaucoup de maisons de repos, on n'a pas pu répondre à l'ensemble de la demande des membres du personnel, mais l'enjeu est aussi de convaincre les membres du personnel qui jusqu'à présent sont hésitants. Alors, quelle est la base de cette hésitation? Elle repose, d'après ce que nous avons comme information, sur 2 éléments majeurs. Le premier, c'est ça a été trop vite, et donc comme ça a été vite, ça ne doit pas être un bon vaccin. Le 2e élément, on ne sait pas quels sont les effets secondaires, et donc j'aime mieux attendre. Je voudrais reprendre ces 2 éléments et puis après on ouvrira les questions et je vois qu'il y en a déjà un certain nombre et c'est bien parce que ça nous permet d'aller vers ce qui est vraiment les préoccupations. Donc, ça a été trop vite. La réponse clairement est non. On a examiné l'ensemble de la procédure qui a été suivie. Ça a été remarquablement vite, et ça a été remarquablement vite grâce à la combinaison des avancées de la science, on va en dire un mot, et d'une série de décisions volontaristes devant l'urgence, essentiellement en termes de préfinancement. Alors, pourquoi ça a été remarquablement vite du point de vue scientifique? C'est qu'on mesure combien par rapport à il y a encore 10 ou 20 ans, les connaissances en biologie moléculaire ont aidé à aller très vite vers la détermination de ce qu'on appelle la cible vaccinale, c'est-à-dire l'antigène que l'on pouvait utiliser pour déclencher la réponse immunitaire et protéger la personne vaccinée. Et ça, on peut le mesurer très simplement. Si je vous dis qu'en moins d'1 mois, on a identifié le virus, on l'a séquencé et on a identifié les cibles possibles, c'est quelque chose qui, il y a encore un demi-siècle, prenait des années. Je vous rappelle qu'il a fallu 4 à 5 ans pour identifier le virus du sida, le séquencer, comprendre comment il nous attaquait. Eh bien, cette fois-ci, c'est un virus évidemment plus simple à identifier et à combattre, mais c'est l'avancée des techniques moléculaires qui a permis ça. Donc là, on a gagné énormément. Il y a une mobilisation de la communauté scientifique sans précédent pour donner le maximum d'informations le plus vite possible pour pouvoir mettre en route la confection d'un vaccin.
La deuxième raison, je l'ai évoqué, c'est la combinaison d'une réaction de l'industrie pharmaceutique, mais aussi d'un certain nombre de fondations charitables et des pouvoirs publics pour préfinancer toute la recherche pour qu'il n'y ait aucun autre frein que l'avancée des connaissances. Par contre, tout ce qui est l'avancée des connaissances, les phases 1, la phase 2 et maintenant ce dont vous avez beaucoup entendu parler, la phase 3, qui est la comparaison sur des nombres déjà relativement grands de gens de l'effet du vaccin et de sa sécurité, ces étapes-là ont été entièrement respectées et les agences d'enregistrement, que ce soit la FDA américaine ou l'EMA, ont utilisé exactement les mêmes critères d'exigence en termes de sécurité et en termes d'efficacité que pour n'importe quel médicament mis sur le marché. On peut même dire, paradoxalement, que comme il a fallu vacciner un grand nombre de volontaires en phase 3 pour pouvoir démontrer l'efficacité du vaccin, puisqu'il fallait après le hasard que ces personnes soient en contact avec le virus pour montrer que le virus donnait la maladie dans le groupe non vacciné et protégeait le groupe vacciné, le nombre de personnes qui ont reçu le vaccin en phase 3 a été à peu près 10 fois, alors entre 5 et 10 fois plus élevé que ce qu'on fait d'habitude pour la mise sur le marché d'un médicament ou d'un vaccin. Et donc, du coup, la sécurité en termes d'effets secondaires et d'effets inattendus a été beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est d'habitude. Alors, depuis, il y a maintenant, je pense qu'on a dépassé largement les 10 millions de personnes vaccinées dans le monde avec le vaccin Pfizer et on commence avec le vaccin Moderna aux États-Unis depuis, je pense, une dizaine de jours, une quinzaine de jours. On a maintenant des chiffres qui sont extrêmement grands puisque grâce à l'informatique, il y a un enregistrement des effets secondaires en ligne qui permet d'avoir des données pratiquement immédiates de vaccination du monde entier. Donc la sécurité est certainement bonne et l'idée que ça a été trop vite est une idée erronée. Il faudrait plutôt être admiratif pour la vitesse à laquelle toutes les étapes et toutes les étapes de sécurité ont été rencontrées. Le deuxième élément, c'est qu'on ne connaît pas les effets secondaires, mais si on les connaît pour tout ce qui sont les effets secondaires habituels des vaccins qui se passent la plupart du temps dans les jours et en tout cas dans le mois qui suit la vaccination. On a aujourd'hui des reculs bien plus grands que cela pour les personnes qui ont été dans les essais cliniques. Alors, ce qui est vrai, et ça je crois qu'il faut être clair, c'est que les effets à long terme ne sont pas connus, bien sûr, puisque c'est un nouveau vaccin, mais c'est la réalité avec tous les médicaments, et pas seulement les médicaments. Quand vous avez acheté votre premier smartphone, ou utilisé votre premier micro-ondes, ou pris votre première voiture électrique, il y a des tas de choses qui, sur le long terme, n'étaient pas connues, et c'est quelque chose qui est en tout cas sans aucune commune mesure avec les ravages que fait l'épidémie aujourd'hui et que nous avons enfin la possibilité de contrer de manière radicale et d'y mettre fin. Voilà un petit peu ce que je voulais compléter à la présentation peut-être plus opérationnelle qu'a fait le docteur Stamatakis de la campagne de vaccination dans les maisons de repos. Et il est peut-être temps maintenant, Madame la Ministre, si vous le voulez bien, de passer aux questions. Parfait. Merci, professeur. Et donc, je voudrais aussi, à mon tour, remercier les maisons de repos pour votre agilité. Hein. C'est que on est partagé entre, d'une part, des gens qui considèrent qu'on ne va pas assez vite, et d'autre part, quand on est sur le terrain, et vous en avez été les premiers spectateurs et acteurs, il faut un travail en amont de sensibilisation, d'organisation pour que les choses se fassent dans des bonnes conditions. Et donc, je sais que grâce à vous, et grâce aussi à l'AVIC et à la délégation d'Yvon, on a réussi à organiser une première semaine qui fait de nous la première région à avoir vacciné de manière
assez importante. On aurait voulu que ce soit du 100%, mais on a dû faire 50% pour des questions très pratiques. L'Agence fédérale des médicaments n'avait pas encore sécurisé le nombre de doses qui devaient arriver dans les prochaines semaines. Et donc, par crainte que 3 semaines plus tard, nous n'ayons pas exactement le même nombre de doses, elle a demandé de pouvoir immobiliser 50% de ces doses-là pour une semaine, pour être sûr que la 3e semaine sera bien garantie. Ça, nous l'avons fait. Et la deuxième chose maintenant, c'est qu'avec l'autorisation de la sécurisation pour les prochaines semaines, on sait qu'on peut planifier les choses de manière plus importante. Est-ce que ça va changer fondamentalement la programmation? Ça va permettre d'accélérer, ça va permettre de faire tout le personnel qui le souhaite au jour 21, c'est-à-dire au moment où on repasse pour ceux qui n'auraient pas été vaccinés la première fois. Donc, on maintient toujours les 120% pour la semaine 2 et 3, donc pour le 2e groupe de maisons de repos et le 3e groupe, la 3e semaine de vaccination, on reste dans le même processus. Il y a une chose qui change pour la 2e semaine, c'est que l'Agence fédérale des médicaments, en collaboration avec le producteur Pfizer, pour le moment, considère que dans le flacon où il doit y avoir 5 doses, où on a acheté 5 doses, en réalité, il y en a 6. Donc, dans les semaines qui vont venir, l'Agence des médicaments avec Pfizer va sans doute faire en sorte qu'elle va adapter le nombre de flacons aux doses que vous demandez. Mais pour la semaine prochaine, selon nos indications, vous allez avoir… Voilà, donc donc ça c'est intéressant évidemment pratiquement pour vous. Ça veut dire que vous allez avoir les doses de 5, comptées comme 5, mais en réalité, il y en a 6. Donc, ça va vous permettre de pouvoir vacciner plus de personnes. Plus de personnes, alors selon la manière dont on a procédé, il y a le personnel qui le souhaite, on a dit priorité absolue aux résidents, puis le personnel en fonction de son âge, pour avoir des critères qui soient objectifs et qui ne souffrent d'aucune contestation et que vous ne soyez pas trop en difficulté. Et sachez également qu'à la repasse, pour la dose de rappel, appelons-la comme ça, ils viendront également pour vacciner les résidents-services, je pense que les centres de jour y vont, et tout le personnel qui n'aurait pas encore été vacciné, soit parce qu'ils hésitaient, soit parce que ça n'a pas pu être le cas avec suffisamment de doses la première fois. Donc ça, c'est important en termes d'organisation. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est qu'il y a un travail important encore pour convaincre et pour informer le personnel. Parce que les chiffres, il y a une énorme différence entre le nombre de personnes qui se font vacciner, qui souhaitent être vaccinées entre les résidents et le personnel. Et nous, on reçoit des milliers de messages, tous, de la population qui nous demandent quand ils pourront être vaccinés. Donc, faisons déjà correctement tout le personnel et travaillons à les convaincre. On a fait des webinaires, certains ont pu participer, on les a mis en ligne. Je pense aussi que peut-être les médecins coordinateurs pourraient avoir les PowerPoint qui expliquent un peu le fonctionnement, et donc on va vous transmettre un document explicatif pour que vous aussi vous puissiez donner des explications éventuellement de visu au personnel qui serait sur place dans le cadre d'une séance, et d'avoir des questions-réponses adaptées peut-être. Et que nous pourrions aussi faire peut-être, mais ça il va falloir qu'on regarde, des petits témoignages des maisons de repos qui ont déjà été vaccinées dans les premières, pour qu'on puisse aussi, entre collègues, savoir comment ça s'est passé. Rien ne vaut un contact d'aides-soignants, de personnel d'entretien, de médecins, d'infirmiers, etc., qui se seraient fait vacciner, ou de résidents qui expliquent comment ils ont perçu les choses et comment ils se sentent. Voilà un peu les quelques éléments que je voulais dire, mais peut-être, Yvon, je te laisse la parole pour organiser les questions. Il y a d'ailleurs dans la liste, il y a une question qui a sauté, que je voyais. Ah non, c'est mon. Donc, petite anecdote, j'étais à l'hôpital ce matin parce que je suis aussi parfois patient. Et je me suis fait harponner par mes collègues en disant comment ça ne va pas assez vite et quand est-ce qu'on va avoir le vaccin, et nous on attend et tu ne te rends pas compte, tous les jours on est menacé. Donc il y a vraiment aujourd'hui ce contraste étonnant entre une hésitation chez des personnes qui appartiennent au corps des soignants et qui ont la possibilité d'avoir accès au vaccin, et puis d'autres qui ne se… Alors je dis, mais on arrive le 25
le 25, on commencera dans les hôpitaux. Oh, le 25, c'est trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faudrait que tu aurais dû nous amener les doses, etc. Donc, comment ça va se passer pour la seconde semaine, qui apparaît plusieurs fois dans les questions? C'est la maison de repos qui va nous commander des doses. Bien sûr, vous devez commander la deuxième dose de tous les gens qui ont été vaccinés, y compris ceux qui ont été vaccinés avec l'éventuelle 6e dose de Rabio la semaine passée, puisqu'on sait que dans beaucoup d'endroits, on a utilisé cette 6e dose, et c'est très bien, même si ce n'était pas, entre guillemets, légal au sens de la procédure telle qu'elle était décrite. Et bien entendu, toutes ces personnes doivent recevoir une seconde dose. En plus de ça, nous serons tout à fait heureux de donner une première injection de vaccin à toutes celles et ceux qui voudront commencer la vaccination, soit qu'ils ont été hésitants et que maintenant qu'ils ont vu le premier passage et qu'il ne s'est rien passé de dramatique, bien entendu, qu'ils souhaitent alors être vaccinés, soit qu'ils n'ont pas pu l'être parce qu'il n'y avait plus de doses, parce qu'un résident était par exemple à l'extérieur, à l'hôpital, parce que la maison de repos était en cluster. Toutes ces raisons-là peuvent conduire à vacciner pour la première fois dans les semaines du 25 janvier, 1er février et 8 février. Et pour toutes ces personnes-là, nous repasserons le 15 février et les 2 semaines qui suivent pour donner une couverture vaccinale complète. Alors, y a-t-il un délai pour les personnes qui ont fait le Covid? Le délai, c'est de ne pas être au moment où on doit être vacciné dans une phase symptomatique de maladie, que ce soit le Covid ou autre chose. C'est une recommandation générale pour tous les vaccins. On a pris l'habitude de ne pas vacciner quelqu'un qui est déjà en train de faire de la fièvre ou qui a un problème de santé, ne fût-ce que pour qu'on n'attribue pas au vaccin des effets qui sont celles de la maladie qu'il a, mais aussi pour ne pas interférer avec son processus de guérison. Donc, quelqu'un qui est en maladie aiguë au moment du passage de la vaccination, on reporte au 2e tour, comme on le ferait pour le vaccin grippe ou pour le vaccin de l'hépatite d'ailleurs, puisque c'est exactement la même chose. Alors, gardez-vous une limitation pour les membres du personnel qui pourront se faire vacciner. Donc, cette semaine, on a une augmentation de 20% des doses qui vous sont attribuées, puisque les doses sont calculées toujours sur 5 doses, mais en réalité, vous aurez les seringues et les aiguilles pour 6. Et dans le 2e tour, on va étendre aux résidences-services, comme ça je réponds déjà à la question suivante, et les structures de jour pourront faire l'objet d'une vaccination puisqu'on a effectivement déjà un peu plus de marge dès le 2e passage. Alors, 5 doses ou 6 doses, j'ai répondu. Lors de l'injection de la 2e dose, celles qui se sont inscrits après la 1e dose, pourrait-on-elles recevoir? Oui. Inclure les résidences-services? Oui. Alors, les conditions de visite, quarantaine et pour les résidents vaccinés, c'est aujourd'hui un point d'attention. Donc, pour le moment, il faut garder les mêmes précautions parce qu'on est dans une phase de protection croissante mais pas acquise. Et donc, nous sommes un tout petit peu inquiets de voir les mesures barrières
s'affaiblir à un moment où, vous l'avez entendu, le nombre de contaminations remonte. Il y a le variant britannique qui nous fait un petit peu du souci. Donc, on plaide pour un maintien de la prudence, d'autant plus que les vaccins ne sont pas efficaces dès que vous faites la première piqûre. Il y a déjà une efficacité qui va commencer 2 semaines après la première piqûre, mais il faut la vaccination complète pour avoir toute la protection que le vaccin apporte, et elle est remarquable. Je ne l'ai pas rappelé, mais on est bien au-dessus des taux de protection du vaccin de la grippe. On est proche de ce qu'on a avec le vaccin polio ou le vaccin contre la rougeole, qui sont plus de 90%. Ici, on est à 95% pour les 2 vaccins qui sont maintenant disponibles. Je peux bien répondre à la prochaine, si tu veux. Avec plaisir. Donc, est-ce que les bénévoles peuvent aussi se faire vacciner? Oui. Et c'est d'ailleurs recommandé. Hein. Si vous avez dans les doses, c'est recommandé, c'est écrit tel quel, le personnel, les résidents et le personnel au sens large, c'est-à-dire les personnes qui fréquentent, on va dire de manière professionnelle, même si c'est gratuit, avec les stagiaires, la maison de repos. Donc n'hésitez pas, c'est évidemment quelque chose d'important et c'est une contribution qui sera payante, puisqu'on a évidemment besoin dans certaines maisons de repos de volontaires qui viennent faire aussi de l'animation, même si, comme l'a dit le professeur Angler, on doit continuer à respecter encore les règles d'hygiène, de distanciation, etc., qui devront être maintenues le temps qu'on en sache, qu'on soit rassuré, qu'on ait plus d'informations sur la transmission de la maladie, le cas échéant. Et donc, on espère que dans les prochaines semaines, on pourra vous donner d'autres indications sur la suite. Vous voyez qu'on fait comme le virus, hein, on en apprend de plus en plus et on évolue en fonction des informations sur la vaccination également. Micro, monsieur Angler. Carte de vaccination pour admettre un nouveau résident dans une maison de repos. Est-ce que vous voulez répondre ou vous préférez que je le fasse? Sinon, je le fais. Oui. Donc, il y a deux dimensions à cette question. La première, c'est est-ce qu'il y a une carte de vaccination? Donc, vous allez recevoir, chaque personne vaccinée va recevoir une carte de Pfizer sur laquelle sera indiqué les diverses caractéristiques de la première et puis de la seconde vaccination. Vous savez que toutes les personnes vaccinées sont enregistrées dans une base de données médicale qui est une base de données médicale pour les vaccins et qui permettra à chaque citoyen d'avoir accès sur son site personnel de masanté.be à un relevé de son état vaccinal qu'il pourra évidemment imprimer. Il n'y a pas aujourd'hui d'exigence d'être vacciné, c'est une vaccination volontaire et donc à ce stade-ci et certainement tant que les vaccins seront rares, on n'a pas prévu d'obliger une personne qui s'admet à être vaccinée. Maintenant, je vous rappelle que dans les semaines qui viennent, une fois qu'on aura avancé avec le personnel de soins et les institutions collectives de soins de la région wallonne, nous allons très vite vacciner les personnes de 65 ans et plus, et puis les personnes de 45 à 65 ans avec des maladies chroniques, et puis tout le monde. Et donc, dans les mois qui viennent, les personnes qui demanderont à être admises dans les maisons de repos auront eu, elles aussi, l'opportunité de se vacciner. On espère que beaucoup d'entre elles, en tout cas, on va faire tout ce qu'on peut pour ça, seront vaccinées. Et donc, nous sommes évidemment, comme l'a dit Madame la Ministre, nous construisons en marchant. Et cette question-là reviendra, mais pour le moment, ce qui va se poser de manière très précise, c'est comment
nous allons dans les 3-4 mois qui viennent, en attendant que toute la campagne soit bouclée, revenir éventuellement vacciner en maison de repos ou nous arranger pour que les nouveaux résidents puissent avoir accès à un centre de vaccination puisqu'on est en train d'en installer, mais on est bien conscient qu'il faudra faire attention à ce point. Alors la date mentionnée doit-elle obligatoirement être la date réelle de la vaccination ou existe-t-il une latitude dès que les vaccins ont été décongelés? Alors, il existe une latitude, mais nous attirons l'attention sur le fait d'être extrêmement prudent avec cet aspect-là. Je m'explique. Une fois que vous sortez votre vaccin du frigo, il n'y a plus aucune latitude. Tant qu'il est resté à 2 degrés, vous pouvez éventuellement sortir un flacon le lendemain, mais comme il a été déjà décongelé à l'hôpital avant de vous être livré, vous n'avez en tout cas pas 5 jours. Donc je pense qu'il faut essayer au maximum il faut essayer de faire le maximum le jour prévu de la vaccination. Si jamais, mais ça me paraît peu probable, il y aurait un flacon qui n'a pas du tout quitté le frigo et que pour des raisons de logistique, les personnes qui pourraient être vaccinées ne pourraient être vaccinées que le lendemain matin, le vaccin est toujours bon. Et si le vaccin a été sorti, vous ne pouvez pas faire ça. Le lendemain, il n'est plus bon. Il faut absolument vacciner le même jour. Donc, je pense que pour être tout à fait prudent, j'aurais tendance à recommander de ne pas utiliser cette caractéristique-là que dans des situations vraiment extrêmes. Et notre expérience est que tout le monde a toujours trouvé suffisamment de candidats pour utiliser tous ces vaccins le jour même, ce qui est d'ailleurs encourageant puisque ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont convaincus, comme nous, que c'est comme ça qu'on va en sortir. Moi, je voudrais intervenir sur le rôle du médecin coordinateur et le rôle du médecin du travail. Ouais. Nous avons eu plusieurs établissements qui ont recouru aux médecins coordinateurs pour vacciner leurs travailleurs. Nous vous demandons de ne pas procéder de la sorte, de respecter la mission de chacun. Donc, c'est le médecin du travail qui prend en charge les professionnels, les bénévoles, donc les travailleurs au sens large, et c'est le médecin coordinateur qui prend en charge les résidents. Pourquoi? Parce qu'après, il y aura une facturation et la facturation doit respecter le rôle de chacun. Et si nous constatons dans la facturation que nous avons plus de factures que le nombre de résidents, par exemple, pour le médecin coordinateur, ça va poser des problèmes et ça va créer aussi des tensions avec les services de médecine du travail, ce qui n'est pas souhaitable. Alors, il y avait aussi des questions par rapport aux tests, au maintien ou non des tests salivaires. Brigitte, oui. Peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, rappeler que ça ne veut pas dire que le médecin coordinateur et le médecin du travail doivent vacciner tout le monde eux-mêmes. Le personnel infirmier est absolument en droit, pas seulement pour la campagne Covid, mais toujours. C'est une compétence que le personnel infirmier a. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un médecin dans l'institution à ce moment-là, puisque vous savez qu'il peut y avoir rarement, on l'a évoqué avec le docteur Stamatakis tantôt, des réactions allergiques pour lesquelles il faut pouvoir réagir de manière médicale. Et j'en profite pour répondre à la question, est-ce qu'il y a eu des effets secondaires non décrits dans les études? Non, il n'y a même pas eu les effets secondaires tels qu'ils étaient décrits dans les études. Il y a eu très peu d'effets secondaires. Maintenant, on sait qu'avec l'âge, les effets secondaires sont de plus en plus rares, sans que l'efficacité de la vaccination ne soit d'ailleurs compromise. Et nous n'avons pas de cas d'allergie déclarés déjà en Belgique, mais vous savez que c'est rare. Pardon Brigitte, je t'ai interrompu. Ce n'est rien Yvon, ce n'est pas grave. Par rapport aux tests salivaires, j'ai vu une question passer demandant si nous allions maintenir les tests salivaires, le système de testing qui soit le dépistage préventif avec les tests PCR et les tests salivaires a été effectivement maintenu pendant la première semaine et est toujours d'application. Il faut savoir que pour les tests salivaires, il y a une procédure d'évaluation du processus
qui a été lancé et que cette semaine-ci, il devrait y avoir une présentation à Madame la Ministre des résultats pour qu'elle puisse statuer sur leur maintien ou sur leur aménagement éventuel. Donc ça, on aura une communication vers vous très claire par rapport à la situation des tests salivaires le plus tôt possible, puisque nous avons une deadline qui est le 14 janvier. Madame la Ministre Merci. a levé son doigt. Poliment. Alors, est-ce qu'on peut utiliser une dose Pfizer et une dose Moderna? Non, clairement non. Donc d'ailleurs, on va utiliser que Pfizer dans la phase de vaccination pour les maisons de repos, donc pour éviter quoi que ce soit pour ne pas qu'il y ait de confusion, merci. Donc ça, c'est clair. Par contre, ce que je vous demande, et j'insiste, si vous vaccinez plus de personnes que le nombre de flacons, que les 5 doses, puisqu'il y en a 6, vous pouvez vacciner plus. Mais ce que nous vous demandons vraiment, c'est de remplir systématiquement le nom de la personne, les indications sur Vaccinet. Les gens doivent pouvoir être inscrits. Nous en avons besoin pour savoir combien de personnes sont vaccinées, pour s'assurer que la personne recevra bien la 2e dose. Et donc, on ne peut pas avoir un système. Imaginez que vous n'inscriviez pas la personne dans Vaccinet. Si pour une raison quelconque, elle devait revenir à un moment et se faire dans le processus classique qui sera fait dans la vaccination dans 3 mois, venir rechercher un autre vaccin, ça poserait problème. Donc vraiment, ça, je me permets d'insister sur cet aspect pratique-là. Absolument. Donc ça, c'est essentiel aussi d'ailleurs pour le suivi des effets secondaires, pour la planification de la seconde dose. Et vous l'avez dit, Madame la Ministre, nous pourrions être convoqués 3 ou 4 fois. On pourrait être convoqué parce qu'on est en maison de repos, on pourrait être convoqué après parce qu'on a plus de 65 ans, on pourrait être convoqué parce qu'on est diabétique ou qu'on est hypertendu. Et donc, il faut absolument, et c'est le système Vaccinet qui permettra de ne pas reconvoquer les personnes qui sont déjà vaccinées, malgré qu'elles appartiennent à un groupe où elles auraient droit à se faire vacciner. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va ralentir la campagne de vaccination parce qu'on va occuper des slots par des gens qui sont déjà vaccinés, ce qui serait absurde, ou pire, les vacciner 2 fois. Alors, donc là, je pense qu'on a répondu que les infirmiers vaccinent, la présence du médecin est là pour faire face à un effet secondaire, mais il n'y a pas de prise de responsabilité par le médecin coordinateur de la vaccination par le personnel infirmier. Il est là pour répondre à une éventuelle nécessité médicale et pour coordonner la vaccination et faire l'encodage. C'est lui qui a l'accès à Vaccinet dans le cadre de l'encodage. On a répondu, Brigitte a répondu, médecin du travail Pfizer Moderna. Alors, à partir de quand les personnes vaccinées résidant au personnel seront totalement immunisées? À partir de 10 jours après la seconde dose, mais vous devriez voir dès 2 semaines après la première dose un ralentissement des infections dans l'institution. Je pense qu'on ne mesure pas aujourd'hui la chance extraordinaire qu'on a dans un délai très court de pouvoir protéger les maisons de repos qui ont tellement payé un prix dans cette crise. On l'a à portée de la main, il est là devant nous et je pense que par rapport au personnel qui est quand même lui aussi un vecteur potentiel du virus, c'est un point, je trouve, qu'on peut aussi mettre en avant. C'est une chance extraordinaire qu'on a. Ça fait 1 an qu'on attend un moment comme celui-ci, me semble-t-il. Les SAFA seront-ils aussi vaccinés en janvier, Madame la Ministre?
Et donc, on s'est battu, on a plaidé au niveau wallon pour que les aides familiales soient bien considérées comme la première ligne. Et c'était important parce qu'il y a le soin, mais il y a aussi l'aide aux soins. Et donc, cette définition-là a été bien élargie dans le cadre de la stratégie de vaccination qui a été validée en conférence interministérielle santé en novembre. Donc, ils feront partie de ce qu'on appelle la première ligne quand on commencera, les médecins généralistes, les kinés, etc. Et donc, les aides familiales le seront également. Quand vous demandez une évolution rapide et essayer de pouvoir vacciner un maximum, donc pour la deuxième semaine, vous avez dû rentrer le nombre, sachez que vous avez 20% plus, puisque dans les viales, il y a une dose de plus. Donc prenez-le en considération. Pour le reste, on l'a dit, au moment du rappel, on viendra pour vacciner le reste, le reste du personnel, l'ensemble des résidences-services et centres de jour. Est-ce qu'on a ça c'est médical, des informations sur la thrombopénie majeure? Alors, les deux éléments qui ont été évoqués ne sont pas aujourd'hui considérés comme liés à la vaccination, en ce sens que vous savez que, comment je vais vous expliquer ça? Vous faites un vaccin et puis vous tordez la cheville en descendant les marches de l'escalier, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Lorsque vous faites un accident de santé, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment, et c'est certainement vrai quand on vaccine des gens âgés, le vaccin ne vous protège pas de toutes les autres maladies. Donc, c'est là pour dire qu'il puisse y avoir un lien entre une vaccination et un élément de santé. C'est la pharmacovigilance qui permet de le dire, c'est-à-dire de regarder, vous dites voilà, j'ai vacciné 1 million de personnes, donc je m'attends dans les 6 mois qui viennent à avoir autant de cancers, autant de diabète, autant d'hypertension, autant de ceci, autant de cela. Si j'en observe significativement plus, alors il y a une suspicion que le vaccin y est pour quelque chose. Et c'est ça l'importance de la pharmacovigilance. C'est pour ça que c'est très important de connaître combien de gens sont vaccinés et de rapporter tous les cas d'événements de santé sans vouloir le lier à la vaccination, parce qu'évidemment, il va en arriver. Je vous ai dit, il y a maintenant plus de 10 millions de vaccinés dans le monde. Il y a donc des tas d'événements de santé qui vont arriver chez les vaccinés, comme ils arrivent chez les non-vaccinés. Diverses modalités pratiques pour le financement des médecins référents à MRPA. Brigitte, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Il y a un projet d'arrêté du gouvernement wallon qui est sur la table pour le financement des médecins coordinateurs et des médecins référents. Mais dans le cadre de la vaccination, il y a des discussions en cours avec toutes les entités fédérées et avec l'autorité fédérale. On a encore eu réunion ce matin, n'est-ce pas Lambert, à ce sujet, pour éviter d'avoir une mise en concurrence des entités et accéder à une tarification qui soit identique dans toutes les entités. Donc, ce travail est en cours. C'est un travail sur lequel on reviendra vers vous lorsque les décisions seront adoptées. Alors, je pense qu'on a répondu sur le fait que il n'y a pas de volonté d'interrompre les tests salivaires en fonction de la vaccination. Il y a une évaluation intermédiaire dont on vient de vous parler qui est en cours sur l'utilité de cette stratégie et on retournera vers Madame la Ministre avec les éléments de cette évaluation dans je pense qu'on peut même dire les jours qui viennent. Je ne sais plus quand la date est prévue, mais il y a une date qui est fixée pour faire ce retour vers Madame la Ministre.
Si un agent a toujours des anticorps, Quand même. oui, donc il y a deux choses qui sont importantes pour les personnes qui ont fait un épisode de Covid ou qui se sont fait tester et qui ont des anticorps. La première, c'est que dans les essais cliniques, on a inclus des personnes qui avaient des anticorps et qui avaient fait le Covid. C'est sûr, donc il n'y a pas de risque lié au fait qu'on ait déjà fait le Covid, et l'efficacité de la vaccination est tout aussi présente chez ces personnes-là que chez les autres. La question de savoir si on pourrait ne pas les vacciner pose la question de l'interprétation des anticorps qui est très complexe. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que les anticorps qu'on mesure ne sont pas ceux qui protègent du virus, mais sont un miroir un peu différent. Et nous savons qu'un certain nombre de personnes, même dans des délais relativement courts, de quelques mois, ont fait 2 épisodes de Covid. En plus, c'est très compliqué dans une vaccination de masse, et la recommandation générale, on fait ça pour le vaccin de l'hépatite, par exemple, dans les grandes campagnes dans les pays où la maladie est très endémique, on vaccine tout le monde parce qu'il n'y a pas de risque et que l'explosion des coûts, si vous faites des sérologies systématiques à tout le monde, est énorme, et qu'en plus on n'est pas sûr qu'en faisant ça, on ne risque pas d'avoir des gens qui auraient pu être vaccinés pendant, alors on espère que le vaccin ici aura une durée d'efficacité de 1 à 3 ans, c'est ce qu'aujourd'hui est le plus souvent évoqué comme la durée de protection. On avait dit ça pour l'hépatite B, ça fait 10 ans que les personnes vaccinées sont protégées, mais en tout cas, on a des arguments pour penser que l'immunité naturelle ne donne pas une protection aussi longue. Risque d'effet secondaire sur un terrain oncologique, au jour d'aujourd'hui, aucun. Il n'y a pas, ni dans les études cliniques, ni dans les données recueillies depuis que la vaccination a commencé, de points particuliers. Alors, si la question, elle est peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce qu'un patient oncologique aurait plus de risques d'effets secondaires? De ce que l'on en sait, non. Et il n'y a pas de comment dirais-je, de recommandations ou de précautions particulières dans le dossier de mise sur le marché. L'Agence du médicament n'a pas mis de recommandations particulières ou de contre-indications par rapport aux maladies oncologiques. Alors, une maison de repos qui n'a pas vraiment son programme, donc je propose que vous envoyiez un mail sur l'adresse… Vas-y Brigitte, vaccin.covid@avic.be. Et le mettre dans le commentaire pour la rappeler. Voilà, et on réagira rapidement. On s'organise maintenant pour que vous ayez, pour qu'on ait un vrai dialogue dans des délais les plus brefs possibles. Voilà, quelqu'un qui a 60% de son personnel qui souhaite se faire vacciner. On va faire des concours, Madame la Ministre, pour la maison de repos qui aura le plus de personnel vacciné. Bravo. Je pense que avec les 120% et les 6 doses, on ne devrait pas être trop loin de ça. Ça dépend évidemment du nombre de résidents qui seront vaccinés dans le premier tour. En tout cas, ceux qui ne seront pas vaccinés tout de suite le seront dans 3 semaines. Donc, il ne faut pas non plus se désespérer. Toutes les personnes qui veulent se faire vacciner auront accès au vaccin. Voilà, et donc c'est vrai que
allez, regardez, si 80% en moyenne des résidents se font vacciner et que vous avez 120% plus 20%, dans les faits, comme le disait le professeur Angler, ça fait 60% du personnel. Donc, vous aurez votre compte de ce point de vue-là. Et comme ça a été évoqué 3 semaines après, tout le monde, pour ne frustrer personne, évidemment, et pour avoir une couverture maximale. Et donc, on compte aussi sur chacun pour faire en sorte que non seulement on puisse avoir des résidents qui soient sécurisés, mais aussi que les personnes qui y travaillent, et ça c'est plus pour une organisation interne de votre travail, que vous soyez aussi sécurisés, parce que les informations qui nous reviennent sur le variant anglais sont inquiétantes sur sa propagation. C'est beaucoup plus contagieux. Et donc, évidemment, l'important, c'est de sécuriser les personnes qui sont les plus âgées et donc qui sont les personnes qui ont un risque plus élevé d'avoir une maladie, voire que ça soit mortel, mais aussi toute la désorganisation que ça peut engendrer vis-à-vis du personnel qui s'occupe évidemment des personnes âgées. Donc, leur présence est tout aussi importante, quelle que soit la situation épidémiologique. Soyez dans une bulle saine, c'est sans doute la meilleure des choses qu'on peut vous souhaiter pour 2021 dès que tout ça est derrière nous, c'est-à-dire très vite, hein, et que dans 6 semaines, tout le monde est protégé. Les tests vaccinaires, on a répondu. S'il reste des doses. On parle sans micro. Oui, pardon. Je voulais juste dire que si une première dose, si la vaccination est prévue le 13, en principe, la livraison devrait normalement avoir lieu le 12 dans l'après-midi. Donc, important de bien contrôler son frigo de façon à être sûr qu'on peut maintenir le vaccin entre 2 et 8 degrés de façon à le préserver jusqu'au moment où on l'amène à température ambiante le lendemain matin et qu'on le prépare pour la vaccination. Les tests salivaires, on a répondu. S'il reste des doses, que fait-on avec le reste? On vaccine par la porte ou par la fenêtre. On ne gaspille pas de doses, on trouve quelqu'un, on prend quelqu'un qui passe dans la rue et on lui fait la vaccination. Non, il faut absolument s'organiser puisque vous recevez vos flacons, vous savez combien de personnes ont prévu d'être vaccinées, donc vous pouvez, dès le début de la campagne de la journée de vaccination, prévoir quelles sont les doses restantes et vous organiser pour étendre la vaccination, entre autres à des membres du personnel qui n'auraient pas pu être pris dans le programme étant donné la limitation du nombre de doses. Pour les hésitants, ils peuvent être, comme vous avez fait la commande pour les premières vaccinations de cette fois-ci, vous pourrez faire la commande pour la première vaccination au 2e tour en même temps que la 2e dose des autres. Modalité, là on a déjà répondu. Les résidents qui vont bientôt entrer, comment est-ce qu'on va les vacciner? On va essayer de voir comment on va pouvoir organiser en même temps que les centres de vaccination ce type de questions. Des mesures spécifiques, non, je pense qu'il faut garder, pour le moment, il faut garder les mesures de protection de la maison de repos des résidents et du personnel, mais on va revenir vers vous dans le courant de février, au moment où on aura fait les 2e doses, pour voir comment on organise la suite. Écoutez, je pense que les résidents-services et les bénévoles vont pouvoir être protégés. Je pense que la stratégie a été de protéger la maison de repos en priorité. Je pense qu'il faut qu'on ait un maximum de gens qui sont au contact des résidents qui se vaccinent et les résidents-services viendront 20 jours plus tard, mais seront évidemment couverts. Donc,
il n'y aura pas, donc ce n'est pas un tri, il y a une priorité. Pouvez-vous m'assurer que je ne devrais pas appliquer un tri parmi le personnel car les doses livrées sont restreintes à 120%. Donc, c'est 120% plus la 6e dose. S'il n'y a pas suffisamment, si vous avez trop de candidats, ce qui est magnifique, hein, ne boudons pas notre plaisir, la priorité qui est recommandée par la task force et par d'ailleurs le Conseil supérieur de la santé, c'est une priorité par l'âge. Donc le personnel doit être vacciné en commençant par les plus âgés, puisque plus on est jeune, plus ou moins on a de risque de faire une Covid grave. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des âges où on est protégé. Non, il y a des décès dans toutes les tranches d'âge, mais le risque de décès augmente avec l'âge. Donc la logique est de commencer par les personnes les plus âgées et puis de descendre en âge le plus bas possible. Chez les adultes, bien entendu, nous n'avons pas de données chez les enfants et donc nous ne vaccinerons pas, en tout cas dans cette première vague, les enfants. Alors, je ne sais pas ce que Madame Fonck a annoncé ce matin, mais nous avons une stratégie qui est déterminée par les autorités politiques de la région et du fédéral et qui est qu'on vaccine la 2e dose 21 jours après la première. Résidence-service. Alors, voilà une demande de mail. Brigitte, tu demandes de quelle maison de repos il s'agit. Oui, mais je pense que de toute façon, on va reprendre toutes les questions dans une fac, comme ça a déjà été le cas. Oui. Et on va répondre à toutes ces questions dans la fac au fur et à mesure pour pouvoir diffuser. Comme il a été demandé que les slides soient communiqués, on diffusera les slides en même temps et l'enregistrement de la présente conférence. Voilà un feedback d'une maison de repos qui a donc, je suppose, été vaccinée la semaine passée. 51 résidents, 49 résidents vaccinés, aucun effet secondaire, 12 vaccinés dans le personnel, 4 sujettes à des petits maux de tête, fatigue, AJ2 avec disparition des symptômes. C'est exactement ce qui est décrit dans les effets secondaires. Fatigue, un peu de température, maux de tête et douleurs musculaires comme dans la grippe, légères à modérées pendant 48 à 72 heures maximum. Centre de jour, on a répondu. Oui, donc il faut prévoir avec le médecin du travail et avec le médecin coordinateur les locaux de vaccination de façon évidemment à garder les distances de sécurité. Il ne faudrait pas que la campagne de vaccination devienne en soi un lieu de transmission du virus, évidemment. Oui, je proposerais de vacciner un membre du personnel qui va quitter entre les 2 doses en s'arrangeant avec lui pour qu'il revienne le jour de la 2e dose faire sa 2e dose de vaccin. Plus on vaccine, plus on est content. Hein? Donc il faut voir vraiment large. Alors les visites, on va réorganiser, je pense, toutes les recommandations, Madame la Ministre, pour le moment où les maisons de repos seront complètement vaccinées. Il va falloir qu'on se positionne, ça paraît tout à fait évident. Alors, peut-on attraper le Covid et être contagieux une fois vacciné? C'est la grande question. On peut certainement attraper le Covid. Toute personne vaccinée peut l'avoir sur les mains, peut donc contaminer quelqu'un d'autre. La question qui est posée là, qui est évidemment pas probablement celle-là, c'est de dire est-ce que je peux cracher encore du virus pour être très concret, très basique.
Eh bien, on ne sait pas très bien. Et c'est justement cette donnée-là que l'on souhaite pouvoir préciser le plus vite possible. Les études cliniques étaient centrées sur si je me vaccine, est-ce que je suis protégé? Et ça, la réponse est très claire, c'est oui, je suis protégé avec un très haut taux, 95%. Et si malgré tout je devais faire des symptômes du Covid, ils seront beaucoup moins sévères que si je n'étais pas vacciné. On voit dans l'étude que même les quelques personnes dans le groupe vacciné qui ont fait un Covid ont fait un Covid beaucoup moins sévère que les personnes du groupe contrôle. C'est vrai avec Pfizer, c'est vrai avec Moderna. Il y a d'ailleurs un décès dans le groupe contrôle de l'étude Moderna. Il y a une personne morte du Covid. Et beaucoup d'hospitalisations alors qu'il n'y en a pratiquement pas dans le groupe vacciné. Je crois qu'il y a une personne qui a eu une hospitalisation dans le groupe vacciné. Ça ne veut pas dire qu'on n'excrète pas du virus et qu'on ne peut pas le donner aux autres. Et ça, c'est plus compliqué à démontrer. Et c'est une donnée qui nous manque encore. On a des données préliminaires pour certains vaccins qui sont encourageants, mais on ne peut pas aujourd'hui le dire. Et c'est une des raisons pour lesquelles on demande, en tout cas dans un premier temps, de garder toutes les mesures de protection qui ont protégé les maisons de repos dans le passé. Oui, il faut des seringues d'1 millilitre, mais elles seront dès cette semaine livrées sur la base de 6 doses par flacon, même si on vous fournit les flacons sur base de 5 doses. Quelle est la procédure pour commander les doses supplémentaires qui se seront ajoutées lors de l'injection de rappel? Là, il n'y aura qu'une seule procédure. Vous nous commanderez à la VIC, vous nous informerez du nombre de doses dont vous avez besoin pour la deuxième dose et pour une première dose chez de nouveaux candidats, et vous aurez une seule livraison de l'ensemble. Alors, deuxième témoignage, 121 lits, 87 résidents vaccinés, 2 ont eu un pic de température dans les 2 jours, 50% du personnel qui n'était pas en congé de maladie, plus de 50% du personnel sans aucun congé de maladie, douleur au bras, courbatures, maux de tête rarement. Pensez avoir des candidats vaccinés en backup pour ne pas jeter. Alors, les bénévoles qui ne viennent plus depuis plusieurs mois par crainte de risque, mais qui viennent se faire vacciner. Les médecins traitants peuvent-ils être vaccinés? Oui. Tous les médecins traitants sont quelque part du personnel qui sont liés à la maison de repos. Des aidants proches des médecins traitants, oui. Eh bien, je vois que Brigitte a déjà répondu. En fait, je suis désolé, je réalise seulement maintenant qu'il y a une réponse en dessous. Alors, utiliser la MRS comme centre de vaccination de la population locale, non. Je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que les centres qu'on va devoir mettre sur pied vont être des centres d'assez grand volume. Ça perturberait profondément l'organisation de la maison de repos et ça ramènerait potentiellement des personnes porteuses du virus. Quand on vient se faire vacciner, personne ne sait si on n'est pas à ce moment-là asymptomatique. Donc, je pense qu'il faut essayer de garder ce cloisonnement qui nous donne une sécurité. Qui va vacciner en résidence-service? Madame la ministre, est-ce que… Ah ben, Brigitte a répondu. Oui, oui, ça peut être le médecin coordinateur de la maison de repos, comme ça peut être un médecin volontaire, un médecin référent. Donc, il faut trouver une solution pragmatique sur le terrain. Oui, vous êtes livré la veille. Je ne suis pas sûr que vous avez accès au module de Medista. Par contre, vous pouvez
si vous avez à un moment une inquiétude, prendre un contact avec le pharmacien qui vous livre en lui demandant si vous êtes bien dans son planning de la veille. Alors, écoutez, on l'a mis dans est-ce qu'il faut mettre la date de livraison avec la date de vaccination? On a rappelé que la date de livraison est prévue la veille. C'est la pharmacie hospitalière qui commande le transporteur et pas nous. Donc, voilà, le jour de la vaccination, a-nous besoin d'un lecteur scan? Non. Les collaborateurs vaccinés en priorité, je l'ai dit, c'est l'âge. Brigitte l'a dit aussi. Oui, on a déjà répondu. Comment on fait pour la 6e dose? On évite tout gaspillage en suivant les pistes qu'on a dit. Voilà, la médecine du travail annonce qu'elle viendra le lendemain. Donc, c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire que vous n'aurez pas toutes les équipes en même temps sur le terrain. Ça vaudrait peut-être la peine d'insister, mais si le vaccin est effectivement bien maintenu au frigo, la vaccination du 19 sera possible. Mais on est mieux que toutes les équipes soient là en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut déclarer comme effet secondaire? Le principe, c'est de déclarer tous les effets secondaires. Maintenant, je sais que quand ils sont très légers, on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas, ça ne va pas changer la face du monde. Tous ces effets-là sont déjà bien décrits. Mais le principe d'un système d'effets secondaires, c'est tout déclarer. Et puis après, les gens qui sont en charge de la sécurité vaccinale font le tri. Donc ici, c'est en question sur la stratégie vaccinale. Le médecin du travail démarre la vaccination vendredi matin. Il aura fini vers midi. Les résidents sont vaccinés en partie vendredi matin et en partie vendredi après-midi. Fin prévue vers 16 h. Nous avions pensé conserver 6 doses de réserve pour les résidents l'après-midi et vacciner 6 membres du personnel si la dose n'a pas été utilisée au terme de la vaccination des résidents. Nous pensions faire ces 6 injections par le personnel infirmier sous la surveillance du médecin coordinateur. Je pense que ça peut se faire. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre pourquoi, si tout est planifié, vous devez conserver, ça veut dire 6 doses de plus, comme s'il y aurait tout d'un coup 6 résidents qui, de manière imprévue, demanderaient d'être vaccinés entre le matin et l'après-midi. J'aurais plutôt tendance à terminer le tour parmi les résidents qui ne sont pas prévus le matin pour vérifier quelles sont les doses que vous pouvez faire et de vacciner tout le personnel en une fois. Ce serait ma préférence. Alors ici, une maison de repos qui a l'air d'avoir un problème avec son service de médecine du travail. Donc là, de nouveau, un petit mail à Brigitte Bouton avec les coordonnées de la maison de repos et on essayera de résoudre la difficulté. Malade de longue durée, quand elle revient de son congé, peut-elle se faire vacciner? 3 choses. La première, c'est que si elle revient avant le 21e jour, on vous a expliqué comment on peut faire. Si ce n'est pas le cas, si elle est dans les tranches d'âge ou des maladies chroniques, elle sera convoquée dans la phase 1B. Et si ce n'est pas le cas, dès que l'on passe à l'ensemble de la population, tout le monde pourra se faire vacciner.
Oui, alors beaucoup de questions, Madame la Ministre, sur l'avenir. Hein. Tout le monde regarde maintenant poindre le bout du tunnel et je pense avec raison et on va s'organiser pour tout ça. Les dentistes font bien partie de la première ligne, ils sont même particulièrement exposés puisqu'ils travaillent dans la bouche. Hein. Il faut quand même le relever. Alors, si la température n'a pas été maintenue, il faut considérer que le vaccin n'est plus valable, sauf si ça se passe au moment où on le décongèle et qu'on le prépare. Si on est dans les 2 heures, à ce moment-là, on est comme si on avait commencé sa décongélation, mais nous aurons de temps en temps des vaccins qui, voilà, un flacon cassé, et on les remplacera. Mais est-ce que le médecin coordinateur peut mettre des attestations de soins? Des attestations de soins, pourquoi faire? Je pense qu'on veut dire, c'est de facturer la vaccination. C'est ça que je pense, une attestation de soins. Si c'est ça, la réponse est non. La vaccination est gratuite et donc il n'y a pas d'attestation. Les médecins seront compensés, financés. Il y a une négociation en cours. Mais ça ne passe pas par une attestation aux résidents avec un ticket modérateur éventuel, etc. Alors, si les résidents, les membres personnels tombent malades lors de la 2e dose, on décale la 2e dose de 15 jours et donc il faudra effectivement qu'on s'organise, mais je vous rappelle qu'on passera une 3e fois, donc ça devrait permettre de rattraper la majorité de ces situations un peu délicates. Voilà encore une info. 3 maisons de repos, centaines de travailleurs. Madame la Ministre? Oui, donc je vois qu'il y a des témoignages qui sont extrêmement favorables et des choses très positives. N'hésitez pas à communiquer là-dessus. Je pense que les réseaux sociaux, les informations que vous donnerez sur la pratique vaccinale, sur les conséquences qui sont des conséquences soit nulles, soit très faibles comme dans d'autres vaccins, sont autant de témoignages qui vont compter pour vos homologues, pour d'autres maisons de repos, mais aussi pour toutes les personnes qui, dans le personnel des hôpitaux, dans la première ligne, dans la population en général, sera de nature à rassurer les citoyens. Et donc, n'hésitez pas que ces informations que vous nous communiquez, qui sont aussi utiles pour nous, soient utiles pour l'ensemble de la population. Ne négligez pas, vous êtes quelque part les ambassadeurs de la vaccination. Vous savez que beaucoup nous ont écrit en disant mais finalement pourquoi les maisons de repos? Certains aussi avaient des messages parfois un peu difficiles à entendre sur le fait que les personnes âgées ou le personnel des maisons de repos n'étaient finalement pas si prioritaires que ça. Il est évident qu'à la fois du point de vue éthique et du point de vue médical, c'était tout à fait nécessaire que les collectivités pour personnes âgées et leur personnel soient vaccinés. Et donc, vous êtes aussi, quelque part, vraiment les ambassadeurs de la vaccination. Je vous invite vraiment à communiquer. Alors ici, Brigitte a répondu, mais je me permettrai peut-être d'insister. Donc, le médecin coordinateur doit commander les vaccins auprès du hub 1 semaine avant la date prévue. Non. La maison de repos doit faire un mail global sur le site de l'AVIC pour indiquer combien de doses pour les uns et les autres et nous faisons la prescription à l'hôpital pour que vous soyez livrés. Donc, c'est au niveau de l'AVIC et de la délégation générale qu'on s'occupe de faire l'ordonnance de délivrance des médicaments par l'hôpital hub à votre bénéfice et c'est Medista qui vous livre la veille de la date de vaccination. Oui, vous pouvez ajouter, Brigitte a répondu. Bonjour Madame de Chèvre. Je me permets effectivement de m'afficher pour une petite précision très pratico-pratique pour nous aider. Et donc, le nombre de doses que vous commandez, ne le faites pas par un mail général qui va se perdre dans les méandres de chez nous. Vous utilisez le formulaire Excel qui s'intitule « Commande et retour vaccination » et vous complétez l'onglet « Commande ».
et vous l'envoyez à vaccin.covid@avic.be. Mon côté très scolaire revient, mais c'est un gain de temps pour tout le monde. Et si je peux encore insister, dans l'envoi du mail, vous l'intitulez avec votre numéro de titre de fonctionnement, MR/ et vos 9 chiffres. Ça nous aide grandement dans le traitement des données. Voilà, merci. Merci, Madame de Chèvre. Donc, j'ai vacciné le 5 janvier, je n'ai pas pu tirer 6 doses avec les seringues fournies. Oh. Brigitte? Non, non, rien. Non. En principe, si les seringues sont d'1 millilitre, ça doit fonctionner. C'est peut-être que les seringues étaient plus... Si c'est des seringues d'un volume plus élevé, alors on a plus facilement dans l'espace mort consommer une partie de ce qui reste et donc on n'a plus la 6e dose. Il me revient que certaines flapules ne contiennent pas de quoi faire 6 doses. En fait, elles ne sont pas fréquentes, mais ça arrive. Donc, il y en a qui ont 7 doses, on m'a dit aussi. Oui, aussi. Alors, le personnel qui change d'avis, donc c'est ça l'intérêt du second tour, hein, bien sûr. Non seulement vous pouvez, mais on vous encourage à les inscrire pour la vaccination des 3 semaines qui commencent le 25 février. Oui, alors vous voyez, il reste une circulation parfois d'informations sur la prescription directe au hub. Non, la prescription se fait par l'AVIC sur base de ce que vous nous indiquez en utilisant le formulaire de Madame de Chèvre pour... Catherine, voilà, donc, tu peux peut-être l'indiquer dans les commentaires, ton formulaire, comme ça ils peuvent le retrouver aisément. Alors, maladie auto-immune, antécédent d'allergie avec une désensibilisation, peut-on faire le vaccin? Oui. La consultation du médecin de la personne qui a une maladie un peu particulière est recommandée. Les seules allergies qui sont des contre-indications, c'est les allergies aux constituants du vaccin. Et donc, beaucoup d'allergiques ont fait partie des essais cliniques, allergies en tout genre, allergies alimentaires et autres. Et donc, la notice est très claire sur le fait que ce n'est que l'allergie aux constituants du vaccin ou avoir fait évidemment une allergie à la première dose qui justifie de ne pas vacciner. Il faut prendre des précautions et c'est bien pour ça qu'il y a quelqu'un qui a les médicaments en cas de réaction allergique. Et quand on a des maladies aussi particulières que les maladies auto-immunes, la consultation de son médecin traitant est évidemment recommandée avant de se faire vacciner. On a largement dépassé notre heure, mais il y avait vraiment beaucoup de questions. On en a, je pense, traité beaucoup. Madame la ministre, est-ce que... alors, est-ce que les médecins généralistes ne peuvent pas vacciner leurs patients? S'ils veulent participer à la journée de vaccination, ils y ont évidemment tout à fait la possibilité. Il va y avoir des complications de facturation, mais la relation thérapeutique, si elle conduit à ce qu'un médecin traitant veut absolument vacciner son patient, il n'y a évidemment rien qui l'en empêche. Madame la ministre, est-ce que je peux vous redonner la parole pour clôturer cette séance que je trouve de nouveau extrêmement stimulante avec des retours d'expérience qui est quand même, voilà, c'est la première fois qu'on en a vraiment et c'est très encourageant. Micro, Madame la ministre, on ne vous entend pas. On ne vous entend toujours pas. Non. Bon, alors je me ferai le porte-parole de Madame la ministre pour vous remercier toutes et tous. Ah ben voilà, ça y est. Vous êtes là. Mais sinon, vous l'auriez bien fait pour moi. J'avais juste l'une ou l'autre précision.
Donc, vous voyez bien qu'on utilise 100% des doses que nous avons. La première semaine, comme je l'ai indiqué, nous ne l'avons pas fait par prudence sur recommandation express de l'Agence fédérale des médicaments pour être sûr d'avoir la troisième semaine disponible. On rattrape ce retard en vaccinant plus de 30 000 personnes cette semaine. Et donc, merci à chacun pour cette montée en puissance et de faire en sorte que ça soit possible également, puisqu'on sait que chaque vaccination et chaque semaine est importante pour pouvoir revacciner dans 3 semaines. Donc, le stock, le retard ou le délai est vraiment extrêmement important pour tous les autres. Si on a un effet retard pour chaque groupe qui est concerné de quelques jours, ça a un impact effet boule de neige par la suite. Donc, vraiment, c'est important de bien respecter ce délai. C'est important aussi de dire que tout le monde peut avoir des idées, même dans d'autres formations politiques. Toutes les questions sont importantes, notamment sur la question de savoir si quand on a des anticorps, on doit vacciner ou pas. Mais nous devons nous poser sur les scientifiques. L'AFDA, l'Agence américaine des médicaments, dit clairement que c'est recommandé de vacciner des personnes qui ont eu le Covid, même s'ils ont des anticorps. C'est recommandé, donc nous le faisons. Et la Task Force Vaccination en Wallonie et pour la Belgique, qui a travaillé aussi sur cette question, a conclu à la même conclusion. Et puis, dernier élément, certains aussi évoquent l'idée de pouvoir prolonger le délai pour pouvoir vacciner un maximum de monde dans les 3 semaines. C'est parfois des questions que vous m'avez posées. La Belgique ne veut pas s'inscrire indépendamment de l'Union européenne. L'Union européenne, comme le producteur du vaccin, c'est quand même un médicament, on est dans un produit avec lequel il faut être scrupuleux et rigoureux, recommande qu'on n'étale pas les 3 semaines, et donc nous respecterons cette donnée-là, sauf si l'Union européenne venait à changer et à décider un étalement. Cet étalement-là, évidemment, on n'arriverait que si on devait avoir un embrasement des situations et des virus, ou bien un blocage de l'arrivée des virus, de l'arrivée des vaccins, ce qui ne semble pas être le cas. Sachez que l'AVIC, le service des aînés avec Madame Dechèvre, Brigitte Bouton et l'ensemble de celles et ceux qui sont occupés sur la vaccination font à vos côtés pour vous épauler. Donc n'hésitez pas, ils sont sur le pont bien plus que les heures classiques de travail pour essayer de vous aider, vous épauler et faire en sorte que la vaccination soit un succès. Je vous remercie pour les efforts que vous avez déjà réalisés, pour ceux que vous allez encore faire dans les quelques semaines à venir, mais c'est le prix de la libération et j'imagine que chacun aura envie d'en être débarrassé au plus vite et que bonne année 2021 aura un sens particulier pour vous et nous on sera aussi soulagés de savoir que vous serez protégés. Voilà. De mon webinaire. Merci à tous. Excellente journée, bonne continuation et au plaisir de se revoir dans d'autres conditions, je l'espère.